Je m'appelle Nina Ramen. En 3 ans, j'ai emmené mon entreprise de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce que je pensais être difficile sur ce chemin, c'est vendre mon produit, manager des équipes et apprendre la finance. En réalité, ce qui a été difficile, c'est la solitude. Parce que quand on est dirigeante, plus on monte et moins on a le droit de montrer ses doutes. On a une équipe qui compte sur nous, on a des clients à servir et on a des fournisseurs avec qui négocier. Et les seuls endroits que j'ai trouvés où il y avait des personnes comme moi, c'était des boys clubs. Des lieux où il y avait que des hommes qui venaient m'expliquer mon propre travail et qui comprenaient absolument rien à ce que je vivais. Alors depuis 1 an, chaque mois, j'organise des dîners d'entrepreneuses. Je sélectionne 2 entrepreneuses de haut niveau qui viennent chacune avec une problématique. Et pendant une soirée, on s'aide les unes et les autres sur nos business. C'est ce qui m'a permis de prendre les meilleures décisions pour mon business. Alors ce podcast n'est qu'un prétexte pour avoir encore plus de ces conversations. C'est un endroit vulnérable, authentique, où on apprend. Parce qu'on est à la fois des patronnes, des dirigeantes de nos vies professionnelles, mais aussi de nos vies domestiques, et que parfois, on a envie de s'allonger sur le divan. Bienvenue dans le divan des patronnes. Sarah est graphiste indépendante. Il y a 2 mois, elle a finalisé le branding complet pour une cliente. Logo, charte graphique, template, tout était validé. Mais aujourd'hui, elle regarde son compte pro. 3 000 € manquent à l'appel. Elle fouille ses emails, sauf que la facture est bien partie. Alors elle relance. 1 fois, 2 fois, rien. Elle appelle, boîte vocale. Donc elle commence à stresser. Ses charges tombent, ses prestataires attendent pour être payés. Et elle a plus de solution. Ce matin-là, Sarah appelle sa banque, Hello Bank Pro. Le conseiller la met immédiatement en lien avec l'assistance juridique incluse dans son offre. En quelques heures, elle obtient une action concrète et une mise en demeure est envoyée. 3 jours plus tard, son paiement arrive. Et c'est pour ça que j'ai choisi Hello Bank Pro comme partenaire de cette saison. C'est une banque qui connaît la valeur des entrepreneuses qu'elle accompagne et qui les aide à se protéger. Bonjour à toutes et bienvenue dans le divan des patronnes. Le divan comme l'espace où on parle de ses émotions, on parle de qui on est, on se livre et des patronnes parce que je reçois chaque mois des femmes qui ont investi des sphères de pouvoir, d'argent, de responsabilité et qui, au travers du travail qu'elles exercent au quotidien, affrontent des situations desquelles on a largement à apprendre. Aujourd'hui, c'est un épisode extrêmement particulier puisque je reçois Karine Cheta. Karine, bonjour. Bonjour, merci. Je suis ravie de se recevoir et c'est un épisode particulier puisque certains épisodes du Divan des Patronnes sont consacrés à des expertes que j'invite. Donc la dernière experte, c'était Lucille Quillet que j'avais invitée sur le rapport à l'argent dans les couples hétérosexuels. Et aujourd'hui, j'ai choisi de t'inviter toi d'abord parce que tu connais extrêmement bien les entrepreneuses puisque tu les accompagnes au quotidien au travers du travail que tu exerces chez Hello Bank en tant que responsable du marché des professionnels, donc encore plus des femmes qui sont entrepreneuses. Ensuite, j'ai choisi de t'inviter aussi et surtout parce que je t'ai croisée et je t'ai entendu donner des conseils à des entrepreneuses, notamment des conseils en matière de gestion, de finances et d'argent que je trouvais extrêmement pertinents. Et je trouve que quand on imagine un banquier, on imagine davantage un mec avec les cheveux gris en costard cravate qui comprend pas grand-chose à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et j'ai adoré la manière dont tu présentais les choses, qui était tellement proche de la réalité business que moi j'expérimentais, que quand je t'ai entendu en parler, je me suis dit qu'il fallait que je t'invite. Donc ça, c'était la première raison pour laquelle aujourd'hui j'ai l'intention de te tirer les verres du nez sur quelles sont les meilleures pratiques en termes de finances, de banque, etc. Comment est-ce qu'on se fait accompagner, qu'est-ce qui est important aussi d'avoir en termes de trésor, etc. Et la dernière raison, c'est que toi-même, t'as vécu l'entrepreneuriat dans ta chair. Et on en reparlera juste après, puisque même si aujourd'hui tu n'es pas entrepreneuse, tu es une enfant d'entrepreneur. Tes 2 parents sont entrepreneurs, ont vécu l'entrepreneuriat. Tu as toi-même vécu l'entrepreneuriat depuis ton enfance. On en reviendra parce qu'aujourd'hui, je pense que parmi les femmes qui nous écoutent, beaucoup ont des enfants qui grandiront avec des mères entrepreneuses. Et qu'est-ce que c'est finalement de grandir en tant qu'enfant dans un environnement aussi particulier avec ses hauts et ses bas. Voilà les sujets que j'ai envie d'aborder aujourd'hui avec toi. La rencontre qu'on a eue ensemble, pour moi, ça a été un vrai fit en termes de valeurs. Et c'est de fil en aiguille qu'aussi j'ai choisi de vivre cette aventure du Divan des Patronnes avec toi pour cette première saison. Je fais très peu de partenariats. Vraiment, c'est pas du tout mon business model à la base. Mais quand on a discuté, j'ai vraiment ressenti que t'avais non seulement plein de choses à partager aux femmes qui nous écoutent, mais en plus de ça, qu'il y avait un vrai fit en termes de valeurs. Donc, je tenais aussi au travers de cet épisode à te présenter toi, à la fois en tant que Karine, banquière, avec tous les conseils que tu vas nous donner, en tant que Karine, l'humaine que tu as vécue femme, aussi en tant que partenaire de ce podcast, pour montrer et pour un peu les coulisses
du partenariat qu'on a noué sur le divan des patronnes. Et c'est important pour moi d'avoir de la transparence auprès des personnes qui nous écoutent et de te présenter, de dire voilà qui est la personne qui a accompagné le divan des patronnes et qui a permis la réalisation de tout ce podcast, en tout cas de cette première saison. Donc cette grande présentation pour te dire, Karine, merci et bienvenue sur le divan des patronnes. Merci à toi. C'est un plaisir. Le premier sujet que j'aimerais aborder, c'est le sujet de la confiance en soi. Mais avant ça, je présente à nos auditrices qui ne nous voient pas, ce qu'il y a devant nous. Donc, j'en profite pour te le dire à toi également. Tu as devant toi 3 pots. Un premier pot avec des boules rouges. Et en face de toi, tu as un pot vide. Ce pot avec ces boules rouges représente la vulnérabilité. C'est le pot de la vulnérabilité. Et à chaque fois que tu dis quelque chose qui te coûte, tu as le droit de mettre une ou plusieurs boules rouges en fonction de combien ça te coûte. Donc par exemple, je peux dire j'ai renversé mon café ce matin, je vais mettre une boule rouge parce que bon, ok, c'est une vulnérabilité, mais c'est pas non plus énorme. Mais par contre, si je dis la semaine dernière j'ai failli fermer ma boîte, bah là je vais mettre 5 boules rouges, tu vois, parce que c'est un truc qui me coûte beaucoup, c'est assez vulnérable, etc. L'idée au travers de ça, c'est de montrer ce que ça nous coûte aussi de dire certaines choses et de valoriser ça. Et la promesse que je te fais, c'est de te donner une contrepartie à tout ce que tu vas nous livrer aujourd'hui. Et donc, si tu as 10 boules rouges dans ton pot, je devrais à mon tour livrer suffisamment de choses pour remplir mon pot de 10 boules rouges. Super. Je ne dis pas aux gens, allongez-vous et mettez-vous tout nu. Je donne aussi le change. Et l'idée, c'est d'avoir aussi, moi aussi, je puisse dire 2-3 trucs un peu vulnérables. Sinon, c'est un peu bizarre, quoi. Est-ce que ça te va? Parfait. Allez, let's go. On démarre sur un premier sujet que je voulais aborder avec toi. C'est la confiance en soi. Donc, tu accompagnes des femmes entrepreneuses, pour beaucoup, au début de leur parcours. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est, à ton avis, quel est le rôle de la confiance en soi pour une femme entrepreneuse qui se lance? Le rôle est essentiel parce que à partir du moment où tu vas te lancer, faut que tu aies confiance en toi pour oser se lancer, d'accord? Et la question, c'est comment tu vas... La confiance, c'est un peu... Il y a ce qu'on a dans notre enfance, il y a comment on a été éduqué, qui nous aide plus ou moins à avoir confiance en nous, bien sûr. Il y a notre capital confiance à la base. Et puis il y a aussi... la confiance, c'est aussi un muscle, d'accord? Qu'on doit entretenir. Je suis pas coach, mais je suis bancaire. Mais si tu veux, c'est quelque chose qu'on doit entretenir. Et après, tu as des petites choses que tu peux faire au quotidien, du type, d'un point de vue pratique, tu vas demander à un inconnu, ce soit tout à l'heure, dans la rue, tu sors, tu vas demander quelque chose, un service à un inconnu. Et en fait, à chaque fois que tu vas oser faire des petites choses comme ça au quotidien, tu vas voir que 9 fois sur 10, au moins, ils vont te dire oui. Tu vas leur demander de te prendre en photo, tu vas leur demander de porter tes courses, de t'aider à porter tes courses. Tu vas demander quelque chose, un service, et tu vas te rendre compte que 9 fois sur 10, on va te dire oui. Et en fait, le fait d'oser, comme ça, demander des choses à des gens autour de toi, ça t'aide à progresser, à avancer et à avoir confiance en toi. Tu vas reconfigurer ton cerveau. Exactement. Ouais. Et donc les femmes aujourd'hui qui se lancent, elles ont confiance, mais il faut aussi qu'elles soient sécurisées. C'est quoi les doutes, avant qu'on parle de comment se sécuriser, c'est quoi les doutes que toi tu entends quand tu discutes avec elles? Parce que je sais que tu discutes beaucoup chez Hello Bank Pro, vous parlez énormément à vos clients. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a le plus frappé, c'est à quel point vous connaissez vos clients. C'est quoi les doutes que tu entends quand elles se lancent au démarrage de leur activité? Alors, quand elles se lancent, les doutes, c'est est-ce que je vais réussir à avoir assez de clients? Les doutes, c'est souvent oublier de se faire payer. C'est ça le problème en fait, c'est-à-dire que je vais commencer, je vais faire gratuit et puis on verra. Ouais, mais enfin, t'as de la valeur quoi. Ok. Ta valeur, ça se paye. Ouais, le doute sur la valeur qu'elles ont en fait, c'est exactement. Ouais, okay. Et donc si tu te fais pas payer, tu feras pas de chiffre d'affaires. Tu fais pas de chiffre d'affaires, tu vas pas vivre. Enfin, je veux dire, c'est assez basique. Ouais. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de leur inculquer quand on discute avec elles sur c'est quoi ton business model, comment tu vas aller chercher tes clients. On parle business. On n'est pas sur tiens, j'ai envie de parce que j'ai vécu une expérience de... Non, enfin je veux dire concrètement, combien tu vas rapporter
J'aime énormément ce que tu dis parce que j'ai le sentiment aussi que on est beaucoup éduqués dans tu vas le faire gratuitement. Oui. Tu sais, il y a vraiment cette idée que les femmes investissent exactement, doivent investir gratuitement beaucoup de travail et finalement au moment où elles doivent demander de l'argent, elles s'excusent un petit peu. Ouais. Et tu vois, il y a cette idée de se dire bah oui, au début je vais pas facturer ou je vais le faire gratuitement. Et j'ai une deuxième question aussi, c'est est-ce que tu sens que quand elles se lancent la part de doute, quel est le rapport avec leur environnement? Est-ce que les personnes qui les entourent sont plutôt des soutiens ou est-ce qu'à l'inverse, elles se disent plutôt ah oui, tu vas faire ça dans ton coin et puis ça va être un peu marrant? Est-ce que tu as des retours comment là-dessus? Elles s'entourent. Ouais. En fait, si tu veux, il faut quand tu te lances être entouré de personnes optimistes et positives. Ouais. Et est-ce que par exemple les personnes leur entourage, leur famille, tu sens que c'est des supports ou? Ça dépend. Ça c'est vraiment variable selon les femmes et leur environnement. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de s'entourer à la fois de femmes qui ont entrepris et qui fonctionnent bien aujourd'hui pour bénéficier de leur expérience, ce qui va te faire gagner beaucoup de temps dans ta propre expérience. Donc ça, c'est important. Et puis voilà. Puis il faut pas oublier une chose qui est quand même choquante à mon sens, c'est notre éducation, parce qu'en fait, on va fêter un anniversaire le 13 juillet là 2025. Ça fera 60 ans qu'on a le droit de travailler sans demander l'autorisation de notre mari et d'ouvrir un compte bancaire. Ouais, tu vois, on va fêter les 60 ans là le 13 juillet. Et là, tu te dis, il y a que 60 ans qu'on a le droit de travailler sans demander l'autorisation de notre mari et d'ouvrir un compte bancaire sans son autorisation et de gérer notre propre argent. Donc, l'histoire fait aussi que ça fait pas si longtemps que on devient des businesswomen. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est super dur de demander à des femmes ayez confiance en vous quand en réalité ça ne fait que 60 ans qu'on nous a donné ce droit quoi. Ouais. Et donc en fait arriver et dire OK, t'as pas confiance en toi, mais en fait la réalité c'est que il y a de fortes chances aussi que ce sujet-là il c'est nos grand-mères, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas nos grand-mères. Si vieux que ça quoi. Ouais. C'est hyper j'aime beaucoup que tu aies dit ça. Merci, je trouve que c'est une telle réalité qui est frappante que on met aussi en perspective que si aujourd'hui t'as pas confiance en toi, bah c'est aussi un peu normal quelque part parce que c'est des années, des siècles de conditionnement où les femmes n'ont pas eu le droit d'avoir leur compte en banque et qui fait qu'aujourd'hui t'as pas confiance en toi et c'est pas juste parce que les femmes ont moins confiance en elles, tu vois, c'est aussi parce que le conditionnement social dans lequel on a vécu, les lois politiques qui ont été promulguées nous ont aussi tenus à l'écart des sphères d'argent, de pouvoir et d'entrepreneuriat de manière générale. Et puis sois sage, sois gentil, ne parle pas trop fort. Exactement. Merci, hyper intéressant. Et ma prochaine question, elle est très très en lien avec ça. C'est aujourd'hui, face à ce constat autour de, j'ai du doute au travers de la valeur que je peux apporter. J'ai le doute dans l'argent que je peux ressortir de mon expertise et ou de ce que je fais et les pressions sociales et politiques que tu viens d'évoquer. À ton avis, c'est quoi les premières étapes que, en tant qu'entrepreneuse, on peut mettre en place pour se sentir plus sécure et plus en confiance, et notamment financièrement? Alors, avant de poser sa démission, il faut le faire avant, parce que si t'es salarié, effectivement, faut se poser la question avant. Bon, déjà, c'est quoi mon produit, à qui je vais le vendre? Déjà commencer à travailler la trame de ton business plan et l'histoire que tu vas raconter à toi déjà, pour être clair avec toi-même, à ton banquier ou à des réseaux d'aide pour pouvoir emprunter de l'argent. Aujourd'hui, tu as des aides à la création d'entreprises qui existent, donc renseigne-toi avant de poser ta démission, puisque ça va t'aider à te sécuriser et à te dire, parce qu'en fait, quand tu entreprends, c'est quoi? C'est j'entreprends, demain j'ai plus de salaire. La question, comment je vis? Non, mais enfin, tu vois, c'est tellement de bon sens, en fait. Donc, comment je vis? Ok, je peux avoir une aide à la création d'entreprise. Super. Pour combien de temps? C'est combien? Est-ce que ça me suffit? Enfin, tu vois. Et donc, combien je vais devoir gagner en plus? Ok. Est-ce que j'ai des investissements à réaliser lorsque, je sais pas, j'ai du stock à acheter ou pas? Et donc, quand tu vas aller chercher des financements, il va falloir que tu expliques pourquoi. C'est pas juste bonjour, je me lance. Non, parce que
j'ai vu ça aussi. Hein. Ouais, Bonjour, je me lance, je voudrais de l'argent. Ben c'est bien, mais tu vas prendre ton propre argent. C'est ton problème, ton risque. Si tu veux que je prenne le risque avec toi, il va falloir que tu me prouves que tu vas pouvoir le rembourser. Non mais c'est encore une fois, c'est que du bon sens, mais c'est important. Alors après, tu as des réseaux, des prêts d'honneur. Tu as l'ADI qui propose ici du microcrédit. C'est quoi l'ADI? Je pense que l'ADI, c'est une association d'aide. Alors j'ai pas l'acronyme, voilà. Qui permet à des micro-entreprises de se lancer en proposant un prêt jusqu'à 12 000 euros. Ok. Voilà. Ok, donc si je récapitule, tu penses à te lancer. T'es salarié, tu te dis ok, je vais me lancer dans la création de ma boîte. Avant d'aller voir ton RH et de dire je me casse, au revoir président. Post-ADEME, au revoir président. Exactement. Avant ça, étape numéro 1, ouais. De combien j'ai besoin? Oui, pour vivre. Pour vivre quotidiennement. Ok, donc ça te fait en gros ce que tu dois pouvoir te verser. À ça doit bénéfice, pas le chiffre d'affaires. Ton bénéfice, exactement, ton bénéfice. Exactement. Est-ce que tu peux nous préciser ce que tu entends par là, parce que j'ai l'impression qu'il y a du vécu derrière ce parce sujet-là. Que en fait, si je te prends l'exemple de classique, je suis coach, je vais facturer, je sais pas, 80 € de l'heure, peu importe. Je pense que je vais réussir à avoir X clients par semaine, machin, etc. Et donc 80 fois X clients me fait mes 2000 € dont j'ai besoin, par exemple. Donc déjà ça, c'est une première partie de business plan pour les personnes qui nous écoutent. Sauf souvent, que je trouve il y a beaucoup de pression. Déjà ça, c'est déjà une première partie de ce que toi tu peux te poser en équation sur ton papier déjà. Exactement. Ok. Mais là-dessus tu vas avoir des charges. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, ton chiffre d'affaires n'est pas égal à ton bénéfice, même si tu n'as pas de charge. C'est-à-dire que, admettons, tu fais ça chez toi, donc t'as pas de local à payer, tu n'as pas. Sauf que il va falloir que tu prennes un compte bancaire, il va falloir que tu prennes potentiellement un comptable. Tu vas avoir des frais et tu vas avoir les charges de ton entreprise, puisque c'est ton entreprise, l'URSSAF, etc. Donc, tu vas avoir en gros 20% de charges. Enfin, c'est grosse maille, mais voilà, on se dit ça et on le met de côté. Et c'est pas ton bénéfice, parce qu'après tu vas te retrouver, tu vas avoir les impôts à payer, t'auras tout mangé et là ça va pas être simple. Ouais. Est-ce que tu as un outil toi qui permet d'évaluer un peu ces charges-là quand tu accompagnes les femmes et qu'elles sont un peu au début ok, moi je connais pas mes charges, il y a des charges qui sont invisibles que je ne visualise pas parce que je ne l'ai jamais fait. Comment est-ce que moi comment est-ce que je peux retrouver ces charges-là? Alors, tu vas sur Internet, tu fais calendrier des charges sociales, et donc et là tu as le calendrier, tu sais quand est prélevé quoi, et donc tu peux faire une simulation éventuelle sur tes charges à venir en fait. Trop bien. Donc voilà, donc c'est là où je dis il faut faire très attention. Ton chiffre d'affaires, même si pour toi tu te dis j'ai pas de charges parce que j'ai pas de loyer, j'ai pas de stock que j'achète, non, tu as des charges en fait. Il faudra les mettre de côté. Tu parlais de business plan. Je pense que c'est un grand mot qui fait très peur. T'as commencé à en parler là. Est-ce que tu peux un tout petit peu plus détailler ce que c'est qu'un business plan? Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on s'est dit là. 80 € fois, je sais pas moi, 20 clients, ça me fait grosso modo, je sais pas, 1500 € par mois. Donc ça va être mon chiffre d'affaires. Et après, derrière, en face, je vais mettre les charges que j'attends, c'est-à-dire l'URSSAF, tout ce qu'on vient de dire. C'est quoi d'autre un business plan? C'est l'histoire que tu vas raconter. Okay. C'est-à-dire que quand tu vas aller voir un banquier, bon là je te donne des tips de, Oui. Quand tu vas aller voir ton c'est exactement banquier, ce que je veux. Quand tu prépares un business plan, ce qu'on appelle des soldes intermédiaires de gestion, tu parles de ton chiffre d'affaires, ton EBE, ton EDAD, etc., etc. Bref, tu peux faire dire presque tout ce que tu veux à un tableau Excel. Oui. Moi, tu me dis que tu vas avoir... je te prends l'exemple de coach. Tu me dis que tu vas avoir 10 clients par jour. Je dis d'accord. Tu m'expliques comment tu les trouves? Comment tu les conserves? Où tu vas les chercher? Quel investissement tu vas mettre en place devant pour aller trouver ces 10 clients par jour? Tu m'expliques comment ça marche en fait? Et c'est là où c'est du bon sens et c'est là où le banquier va se poser des questions
Parce que les chiffres en soi, je vais pas te dire que, bien sûr, t'as des benches, oui. Tu sais grosso modo que un boucher, il rapporte tant, machin, etc. Mais après, il y a toute l'histoire. Il y a c'est placé où, comment ça fonctionne, comment je vais obtenir des clients, est-ce que je fais un rachat ou est-ce que je me crée, enfin. Donc, il y a plein de choses qui vont entrer en considération. OK? Mais c'est toute l'histoire que tu vas raconter autour de ton entreprise. C'est pas que 80, non, tes 10 clients, tu les as trouvés où? C'est marrant parce que j'en profite pour faire le lien, mais ça me fait beaucoup penser à la manière dont moi je vais introduire les clientes à la vente et à leur positionnement. Ouais. En fait, c'est quel marché t'adresse, est-ce que ce marché est suffisamment grand et où est-ce que tu vas les trouver? Et en l'occurrence, quand elles viennent, notamment dans le bootcamp, mais c'est OK, via LinkedIn, tu t'adresses à qui, quoi, comment et comment tu vas les faire rentrer. En fait, tout ça, c'est la continuité de ce que tu dois créer avant. Et quand tu arrives avec ton banquier en disant, bah voilà, moi je sais que sur cette activité, je vais faire ça, mon canal d'acquisition, ça va être LinkedIn, je vais poster 5 fois par jour, je vais avoir 10 likes et sur les 10 likes, il y a une personne qui va me contacter et sur les personnes qui vont me contacter, bah, j'en closerai 1 sur 5. Bon, et bah déjà, en fait, tu commences à comprendre un peu c'est quoi ton canal d'acquisition. OK, hyper clair et je trouve ça hyper intéressant aussi de montrer le niveau de granularité qu'on peut avoir et donner à son banquier qui derrière va pouvoir te suivre. Voilà. Et demain, et j'en finirai avec cette question parce que je la trouve hyper intéressante dans le sens où ça fait super peur de se dire on va faire un business plan, je sais pas comment faire, par où commencer. Donc là déjà on a pas mal de clés. Donc numéro 1, le chiffre d'affaires, numéro 2, les charges et numéro 3, comment est-ce que tu vas aller chercher ce chiffre d'affaires et est-ce que c'est réaliste par rapport à la réalité du marché? Est-ce que tu connais d'autres coachs qui ont déjà fait ça? Est-ce que le canal d'acquisition que tu envisages, il est cohérent, etc. Okay. Tu peux t'appuyer aussi sur des études de marché. Ouais, études de marché. Ouais, parce qu'en fait, si tu te rends compte que tes chiffres sont totalement délirants, même si tu penses que tu vas être une championne de LinkedIn comme toi, en fait, si tu dis Nina Ramen fait tant et donc je vais faire tant, bah non, t'es pas Nina Ramen quoi. Donc c'est clair. Non mais tu vois, c'est clair. Il faut quand même avoir des choses qui te permettent de te sécuriser aussi. Parce qu'en fait, c'est pas que sécuriser le banquier qui va t'aider ou investir avec toi. C'est te sécuriser toi. J'aime beaucoup ce que tu dis. C'est pas, je vais pas te dire que parce que toi, tu te sentiras aussi plus en confiance quand tu sais où est-ce que tu vas. Exactement. OK. Hyper intéressant. Comment tu penses justement que le fait de faire cette, ce qu'on est en train de dire, c'est que le travail de faire ça, il est cool pour le banquier, mais en fait, il te sert toi à prendre confiance en toi. Et quand tu te lances et que tu sais ça déjà, et que tu as un plan d'action clair sur les 6 prochains mois, sur comment est-ce que tu vas trouver tes clients, comment est-ce que tu vas te mobiliser, et bien quelque part, au moment où tu sautes, tu sais les pas les uns après les autres que tu dois faire. Et ce que moi je vois, c'est OK, je vais sauter, mais une fois que je suis en chute libre, je suis en fait genre OK, où est le parachute? Et c'est là où ça crée de la panique, et c'est là où on perd confiance en soi, parce qu'on est déjà dans la chute, et en fait on essaie de se raccrocher aux branches, et du coup on se sent nul, parce qu'on essaie de se raccrocher aux branches, alors que si on saute en se disant étape 1 je fais ça, étape 2 je fais ça, étape 3 je fais ça et voilà ce que je dois faire dans les 6 prochains mois et j'ai la trésor pour le faire les 6 prochains mois, on se sent un peu moins nul et en galère quoi. Et après il faut impérativement se remettre à refaire un business plan. C'est-à-dire qu'en fait des business plans tu vas en faire 150 000, enfin tu le sais. J'aime bien que ce soit toi qui le dises parce que je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on s'imagine qu'un business plan c'est à vie. Et en fait, les banquiers savent très bien que votre business plan ne sera plus valable dans 6 mois. Bah oui. Voilà, c'est ça. Donc et c'est normal. Ouais. Puis tu vas t'ajuster, puis tu vas comprendre, et puis tu vas apprendre. Et c'est là où c'est aussi intéressant, tu vois. À ton avis, pour se lancer, il faut combien d'argent sur son compte? Alors, ou comment on fait ce calcul? Pour se lancer, pour moi, il faut 6 à 12 mois de trésor. C'est-à-dire, je vais pas avoir besoin d'argent pendant 6 à 12 mois. Mais que ce soit au lancement ou en cours de vie. Parce que ton entreprise, elle va vivre des hauts et des bas. Et il y a des moments, ça marchera très bien. Donc, garde de la trésor, très bien. Parce qu'il y a des moments, ça marchera moins bien. Parce que tu as eu une autre idée, tu as envie de tester autre chose, et que tu délaisses un peu, à un moment donné, ton entreprise pour aller sur autre chose.
Et puis, ça marche moins bien parce que tu l'as un peu délaissé, voilà. Et si ça marche moins bien, t'as moins de chiffre d'affaires et d'un seul coup, c'est la panique. Enfin, donc, il faut effectivement se prévoir 6 à 12 mois de trésor sur, si tu peux 12, vraiment, c'est bien. En te disant, pendant 12 mois, j'ai pas besoin de faire de chiffre d'affaires, quoi qu'il. Et ça, c'est hyper sécurisant. Et ça te permet aussi d'ouvrir d'autres structures si tu as envie d'aller sur une autre structure, si tu as une autre idée, parce que souvent les entrepreneurs, au bout d'un moment, ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils font quelque chose, et encore 3, 4, 5 ans, c'est long déjà, mais ils ont... C'est que Karine lit dans ma tête, vraiment. Ils ont amené leur entreprise au max, et après c'est bon, qu'est-ce que je fais Que t'es un peu hyperactif. Voilà. Ok. J'aime beaucoup ce conseil, 6 à 12 mois de trésor, parce que quand t'as 6 à 12 mois, et je me l'applique personnellement, et j'en profite pour donner un peu le tips, c'est que, en général, dans les banques, on peut ouvrir plusieurs comptes. Et, moi, j'ai un compte qui s'appelle, survie. Et je sais que dedans, il y a 6 mois de trésor et que ça ne pour que j'y touche, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Je veux dire, ça fait même pas partie de l'investissement. C'est en plus de l'investissement que je vais mettre. Donc d'abord, ça, c'est ma sécurité, ce qu'on appelle l'épargne de sécurité. Et en fait, en plus de ça, j'ai ce que je vais réinvestir dans des achats, etc. Et moi, à partir du moment où j'ai eu ce compte, et parfois j'ai des craintes, j'ai des angoisses parce qu'il y a des trous, de chiffre d'affaires, qu'on fait pas toujours ce qu'on veut, qu'on a des dépenses imprévues. Quand j'ai ce genre de moment qui arrive, j'ouvre mon compte et je regarde ce compte et je me dis, ok Nina, tout va bien. Tout va bien. Et dormir avec ce montant sur son compte en banque, c'est aussi se dire, ok, pendant 6 mois, 1 an, j'ai le temps de voir venir. Et je trouve que ça contribue beaucoup à avoir plus de sérénité. On parle beaucoup sur ce divan de santé mentale des entrepreneuses, de sérénité, de sécurité. Et je pense que la sécurité, c'est la pyramide de Maslow. C'est aussi la sécurité qui te permet d'être plus heureuse. Et cette sécurité financière, pour moi, c'est la base de la pyramide de Maslow. Et quand tu as ces 6 à 12 mois, c'est génial. Et en plus de ça, ton banquier il est content. Donc, on en a parlé dans l'épisode avec Aline qui nous disait... Mais l'autre côté, ça te rapportera aussi de l'argent. Voilà. C'est ça. Ok, merci beaucoup. La dernière chose dont j'aimerais parler sur cette partie confiance en soi, on a parlé de ce que c'était que comment on pouvait s'organiser financièrement pour avoir confiance en soi quand on se lançait, quand on était en phase de croissance, donc avoir 6 à 12 mois de trésor. Et maintenant, j'aimerais qu'on discute un petit peu de comment on prend des risques. Et souvent, quand on va voir des banques, c'est pour prendre un risque. Alors, soit parce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, mais soit sinon parce que on fait un rachat. Et je pense notamment à l'épisode qu'on a enregistré avec Aline Bartoli qui a racheté une boîte. Et ça représente un risque. Et elle nous racontait justement dans l'épisode, pour celles qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller le voir et ou l'écouter, où elle raconte comment elle a racheté une entreprise et elle est allée voir une banque pour le faire. Maintenant, la question c'est comment le fait d'avoir une vision claire sur ses finances, ça permet de prendre du risque et d'avoir de l'audace. C'est quoi le lien entre la gestion de ses finances et notre capacité à prendre du risque? En fait, le banquier, il est à la base plein de bon sens. Oui. Si tu as lancé une entreprise, que tu as bien géré ton entreprise, le banquier va être rassuré, comme toi, tu es rassuré. De la même manière. Et donc, si tu as besoin, parce que ça fait 3-4 ans, d'investissement pour créer une nouvelle entreprise, racheter un fonds de commerce, peu importe, et qu'on sait que tu as l'expérience et que tu l'as très bien fait, que ce soit pour toi ou pour le banquier, c'est la même, c'est rassurant. Ouais, c'est clair. En fait, le risque que tu prends, le banquier, il est partenaire avec toi. Et ce que je trouve intéressant, et moi je trouve que notre rôle de banquier, il est là, c'est de t'expliquer. C'est pas de te dire non. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. C'est te dire oui pourquoi et non pourquoi. Et être totalement transparent, ça t'aidera. Si je te dis non, tu vas juste être frustré. Si je te dis non parce que là, j'ai pas vu ça, là, je me pose des questions sur ça, là, il faudrait revoir comme ça, ça va t'aider en fait. Et c'est là où le rôle de banquier est important, je trouve. T'aurais une histoire à nous raconter sur quelqu'un qui est venu peut-être te demander de l'argent et tu lui as dit oui et pourquoi ou non et pourquoi? Est-ce que tu as des situations comme ça à nous... Alors, je vais te dire justement le non, parce que sinon le oui, c'est trop simple. Ouais. Bien, le non, c'est
une femme qui est venue me voir et qui me dit voilà, je voudrais effectivement emprunter, je vais me lancer et j'ai besoin d'acheter du stock, ok, et j'aimerais que vous financiez mon stock. Donc c'était un produit physique. C'est un produit physique. Donc c'est vrai qu'on préfère investir sur des produits physiques et du matériel déjà que sur de l'immatériel, ok, puisqu'on peut potentiellement le saisir. Mais ça dépend. Le stock, tu le saisis pas. Donc ça, c'est potentiellement positif. Donc ça partait plutôt bien. Parce que une banque préférerait, entre guillemets, financer du bien matériel parce que de toute façon, tu peux le saisir, le revendre, etc. Voilà. Okay. Parce que moi, j'ai besoin de me rassurer aussi. Ok. Sauf que tu me dis que tu te lances. Okay. Et ton stock, c'est ton risque. C'est-à-dire que comment moi, je suis rassurée en tant que banquier que tu vas effectivement bien utiliser ce stock, bien le transformer, bien le vendre. Explique-moi comment je suis rassurée par rapport à ça. Et là, la personne me dit, je sais pas, vous êtes une banque, vous... Fais-moi confiance, t'inquiète. Fais-moi confiance. T'inquiète, ça va être bien. Ouais, mais non, en fait. Ok. Donc, je lui ai dit, tu veux combien? Ok. Est-ce que tu as vu, est-ce que t'as la love money qui est les amis, la famille, ce qu'on appelle la love money, qui peuvent te prêter de l'argent, oui, s'ils croient en toi, oui, s'ils sont sûrs que effectivement tu vas y arriver, c'est très bien. Et ça t'aidera, ou t'as tes propres économies. Et c'est là où je dis attention, quand tu démarres, essaye de voir partout quels sont tes besoins pour démarrer ta structure. Et aussi, comment tu peux démarrer sans risque. C'est-à-dire peut-être vendre tes produits et ensuite te dire je les confectionnerai après, quoi. Je l'achèterai le stock une fois que j'aurai de l'argent. Exactement. Et achète le stock petit à petit. Tu vois. Alors c'est vrai que c'est bien d'acheter un gros stock parce que tu as des réductions, mais tu vois, c'est à un moment donné, il faut essayer de bien vendre. Comme ça, tu peux te rassurer, faire de la trésor. Et avec cette trésor, tu pourras acheter plus de stock. Tu vois. Donc et donc moins cher. Et donc peut-être baisser tes prix ou augmenter ta marge. Après, c'est à toi de voir, mais... Hyper clair. Ok, très bien. Et pour je dis tout le temps pour clôturer, c'est mon tic de langage, alors que c'est pas du tout pour clôturer. Autre question que j'avais pour un peu plus tard. Je vois beaucoup d'entrepreneuses qui se lancent et qui finalement ont des business qui fonctionnent bien. Donc ça va durer 1, 2, 3 ans. Et puis au bout de 3 ans, comme tu dis, alors déjà on dit qu'il faut 3 bilans comptables pour aller emprunter de l'argent. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vraiment? Alors, pas de réponse de Normand. Est-ce que c'est vrai? Ouais, voilà. Pour celles qui ne voient pas, Karine a mis 2 boules de vulnérabilité dans le pot parce qu'elle va nous dire des vraies choses là. En fait, oui et non. Okay. C'est-à-dire que ça dépend ce que tu fais. Ok. Il y a des métiers qu'on connaît bien en tant que banquier. Oui. Ok. Donc, je sais pas, demain tu prends une franchise, voilà, c'est quelque chose qu'on connaît. On a des chiffres, on a l'expérience. Donc, on sait ce que ça va donner. Donc, ça va. En revanche, tu veux faire un crédit pour acheter ta maison. Là, effectivement, on va te demander 3 bilans. Pour être sûr que ton niveau est... et on va faire la moyenne de ces 3 années. Sachant que la première, t'avais pas grand-chose. La deuxième, ça allait un peu mieux. Et la troisième, t'as tout explosé. Donc, c'était cool. Mais comme on a pris la première où t'as pas fait grand-chose, ton revenu moyen, il est pas super élevé. Et par rapport à ce revenu, on va prendre 1/3 de tes revenus sur les 3 années pour pouvoir te dire que l'échéance maximale du crédit, c'est 1/3 de ces revenus-là. De ta marge. Oui, bien sûr, de ce que t'as, de ton paiement, enfin, de ce que tu t'es versé. Ok. Réellement. Et donc c'est parce qu'il y a un taux d'endettement à titre personnel quand on emprunte de l'argent à titre personnel. Et est-ce que il y a un taux d'endettement maximum? Est-ce que cette variable-là, elle existe aussi quand on prête de l'argent à une entreprise? Alors, comment elle est calculée? C'est beaucoup plus complexe sur une entreprise parce on que passe tu vas à regarder la partie un peu plus technique. Ouais, tu vas regarder chiffre d'affaires, tu vas regarder la marge, tu vas regarder où c'est placé, comment, c'est quoi la progression sur ce secteur. Okay. Parce que tu peux être sur un secteur qui est comme ça, comme sur un secteur qui est down. Enfin,
Est-ce que la cigarette électronique aujourd'hui c'est en hausse ou en baisse? Enfin, tu vois, c'est ça dépend du tarif. C'est pas aussi clair en fait que le taux d'endettement personnel. Ça, c'est un truc. Enfin, c'est un sujet. Je te pose cette question parce que c'est un sujet que j'aborde, auquel je réfléchis beaucoup en ce moment. Troisième bilan comptable, etc. Et effectivement, je me suis rendu compte que cette idée de taux d'endettement, autant quand t'es en B2C, c'est assez clair. Voilà, t'as le droit à temps et puis entre guillemets après c'est fini. Mais autant en B2B, j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup plus en fonction de ton banquier, en fonction de sa connaissance du marché, etc. Ouais, et c'est ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. C'est on va calculer est-ce que ton entreprise elle est capable de subvenir à ces besoins-là. Et donc voilà, donc on va aller là-dessus, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus de la dentelle en fait. Ouais. Et d'où l'intérêt à ce moment-là d'être accompagné par des personnes qui comprennent le business. Ouais. Et moi je trouve que c'est rare d'avoir des banquiers qui comprennent l'entrepreneuriat parce que c'est pas forcément et donc ça me fera ma transition pour après. La réalité de la vie d'entrepreneuse à la fortiori, elle est claire et puis en fait c'est pas toujours facile d'expliquer. Je vais aller trouver des clients sur LinkedIn à quelqu'un qui est salarié dans une banque et pour qui LinkedIn c'est une CV Tech par exemple, tu vois, et qui s'en sert que pour aller chercher son job quoi. Ouais. Donc je trouve que c'est hyper important d'être face à quelqu'un qui comprend. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir le bon interlocuteur bancaire? Parce que vraiment, alors à part aller chez le banque pro, mais c'est une vraie question. Évidemment. Mais c'est une vraie question, tu vois. Non, mais le courtier c'est bien. Hein. Ouais. Okay. En fait, il y a la banque et l'individu et ses propres pouvoirs. Et dans une banque, il y a ce qu'on appelle des histoires de scoring. C'est-à-dire que le scoring, c'est, je sais pas, t'es dans un métier risqué. Risqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a plein d'entreprises qui font la même chose que toi, qui se mettent en liquidation. Ok. Très clair. Donc, moi, en tant que banquier, je te dis, ton secteur ne me rassure pas. Okay. D'accord? Et ce qui est compliqué, et moi, j'en avais parlé avec nos équipes risques aussi, c'est de se mettre à la page. Parce que toujours il y a des choses qui sont un peu longues et des métiers nouveaux exactement, il y a des métiers qui n'existaient pas quoi il y a 2, 3, 4, 5 ans et aujourd'hui je sais pas moi un développeur en IA il a un peu d'avenir quand même, tu vois, c'est un peu un métier d'avenir. Et je sais pas si aujourd'hui ils sont mieux scorés entre guillemets que d'autres métiers, voilà. Donc si tu veux il y a ce côté, il faut aussi, c'est des grosses machines les banques. Donc donc courtier. Toi tu dis courtier. Courtier, ou alors recommandation. C'est-à-dire que en fait t'as une amie qui est allée dans une banque et le conseiller était super. Il avait beaucoup de pouvoir. Il a été pédagogue. Il a dit oui tout de suite. Il a analysé. Il a compris. Vas-y quoi. En fait, il y a la banque et il y a vraiment le conseiller et le côté humain en fonction de ses pouvoirs, de ce qu'il peut faire aussi. D'accord? Je vois que tu as mis 2 boules de vulnérabilité, donc je vais faire pareil. Je vais mettre les 2 miennes aussi pour faire mon retour d'expérience sur cet emprunt. Comment est-ce qu'on fait grandir? Moi, ça a été mon sujet récemment, parce que 3e année d'exercice comptable. Ouais. Et il a fallu que j'aille trouver une banque parce que je voulais emprunter pour investir, donc avec un système d'holding et de SCI. J'ai fait une newsletter à ce sujet-là d'ailleurs, pour expliquer un peu le montage que j'ai fait derrière. Et il se trouve que j'étais perdue. Je ne savais pas à qui parler. Moi, j'avais une banque en ligne, mais du coup pas du tout adossée à une banque qui fait des prêts. Donc ma banque que j'avais, en fait, c'était une banque pour ne pas les citer, c'était Conto en fait. Donc j'avais pas vraiment de conseiller à qui dire "Hey, salut, en fait passe-moi quelqu'un pour me filer 200K s'il te plaît." Ça n'existe pas et ça n'existait pas. Et franchement, ça a été hyper compliqué et j'ai demandé aux gens autour de moi "Mais comment vous avez fait?" Et tout le monde m'a dit "C'est par réseau." Et donc j'ai l'impression que l'accessibilité à l'emprunt bancaire, ne serait-ce que quand t'es entrepreneur, ça fait 3 ans, même si t'as une boîte qui marche bien, même si tu fais de l'argent, en fait trouver quelqu'un dans ton entourage pour te dire "Hello, salut, ah bah oui tiens, je te passe la bonne personne." Et quand t'as démarré avec 0 conseil, et c'est
c'est pas évident. Enfin, moi, je sais que ça a été mon plus gros point de friction. Pendant 6 mois, j'ai tourné en rond sur comment je trouvais une solution. Donc, j'ai demandé à tous mes copains comment ils avaient fait et ils m'ont tous dit, bah, moi, j'avais un super banquier, mais il a changé de banque et donc c'est plus le même. Et donc, j'ai beaucoup tourné en rond et j'ai eu le sentiment que c'était un truc de réseau auquel moi, j'étais pas invitée. Et c'est ça que je veux un petit peu aussi mettre en avant, c'est que j'ai l'impression qu'aussi dans des sphères de pouvoir, d'argent, d'entrepreneuriat, on se passe les petits papiers des banquiers, des contacts, et que nous, a fortiori encore plus en tant que femmes, on le fait moins, on le fait pas. Et donc sincèrement, pendant 6 mois, j'ai galéré et c'est que des trucs de réseau. Et le réseau, c'est injuste parce que parfois t'as la bonne rencontre, t'es au bon endroit, tu connais les bonnes personnes, et je trouve que c'est hyper opaque, voilà, ce sujet-là. Donc, je suis contente qu'on puisse déjà en parler. Et deuxièmement, finalement, j'ai fini par faire courtier aussi, pour le coup. Et puis après, j'ai rencontré Karine et je me suis dit, ok, trop bien, une banquière qui comprend ma réalité. Mais voilà, je trouve que c'est cool aussi de pouvoir mettre en avant et désacraliser ce job-là et de manière générale de faire en sorte que de comprendre la réalité, parce que je me rends compte qu'à l'époque je sacralisais énormément le sujet, j'avais peur j'avais peur de la banque, j'avais peur des banquiers, je savais pas qui c'était, je comprenais pas. En fait, le banquier c'est ton partenaire. En fait, c'est là où il faut faire le bon choix au moment où tu choisis ta banque au démarrage. Ouais, c'est clair. Parce que la mobilité bancaire n'existe pas, c'est-à-dire que tu sais, t'as la portabilité quand tu changes de portable, tu changes d'opérateur, c'est facile. À titre privé, il y a la mobilité bancaire qui existe, c'est-à-dire si tu changes de banque, on va prévenir toutes les entreprises qui prélèvent sur ton compte, etc. Mais sur les professionnels, ça n'existe pas. Alors, on va te donner 3... Et ça, j'ai regretté, quoi. Ah mais oui, mais c'est juste j'ai regretté parce juste que la loi. Mes potes, ils me disaient, mais Nina, moi, je suis dans ma banque pro depuis 3 ans, ils me connaissent bien, j'ai eu mon conseiller et c'est bon, en fait, mon emprunt, je l'ai parce qu'en fait, ils ont tous mes relevés bancaires depuis les 3 ans et moi, j'avais pas ça, en fait. Oui, et puis, c'est tellement la galère quand tu changes de banque que, parce que et c'est normal, le banquier qui t'accompagne, qui devient partenaire avec toi, bien sûr, il va te dire, les flux, tu les mets chez moi parce que les dépôts font les crédits aussi. Donc voilà, dans le bilan de la banque, il faut aussi avoir des dépôts pour pouvoir faire des crédits. Ouais. Si t'as plus de dépôts, ça va être plus compliqué. Non mais tu vois, c'est clair. Ouais, c'est clair. Donc bref, choisissez bien votre banque. Oui, choisissez-la bien et tu vois dans le côté care qu'on essaye de mettre en place chez Hello Bank. Quand j'ai créé la partie, parce qu'en fait on est parti from scratch, et c'est ton côté entrepreneuse, ça. Ouais, voilà, c'est le côté entrepreneurial et j'adore mon job parce que on m'a dit tiens, voilà les clés. Alors je voulais sortir ça, j'ai sorti ça. Ouais, voilà. Mais ça c'est toujours c'est ce qu'on appelle le MVP. Voilà. Et donc petit à petit, tu complètes en fait ton offre. Donc ça c'était important. Mais dans la base, tu vois, ce qui était important pour moi, c'était la partie prévoyance. Parce que, femme ou homme, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Quand tu te lances, tu penses pas que un jour tu peux avoir un accident de vélo, aller à l'hôpital, parce que t'es un super warrior, et que même malade tu vas travailler, et que tout va bien se passer. Sauf que si toi, c'est toi qui rapporte l'argent aussi du ménage, il va se passer quoi si t'as pas de revenus? Donc certes, t'as peut-être tes 6 mois, mais voilà. Et donc dans l'offre du quotidien, de base d'Hello Bank Pro, tu as une prévoyance qui est incluse dans les 10,90 €, tu vois. Donc t'as 100 € par jour d'hospitalisation, quelle que soit la cause, même si c'est de la maladie. C'est des petites choses. T'as amené l'assistance juridique. Enfin, tout ça, c'était important pour moi pour donner les bases et sécuriser aussi les clients, tu vois. Tout à fait. Et justement, en parlant de sécuriser les entrepreneuses, tu m'as dit en préparant cet épisode que tes 2 parents étaient entrepreneurs et entrepreneuses. C'est un point commun qu'on a, puisque c'est aussi le cas pour moi, d'avoir 2 parents entrepreneurs et entrepreneuses. C'était comment pour toi de vivre cette aventure de ton point de vue d'enfant avec eux? Alors, je les trouvais, j'étais assez fière d'eux, parce que c'était un peu des serial entrepreneurs, c'est-à-dire que tu vois l'histoire de au bout de 3 ans j'ai envie de changer, c'était un peu ça. Ils étaient donc c'était un couple,
oui, c'était parce qu'ils sont divorcés, mais donc mon père c'était l'homme d'affaires, voilà. Ma mère c'était la femme de l'ombre qui gérait tout, tellement classique. Et en fait, ils ont eu plein d'entreprises sur des milieux mais complètement différents. Ils ont fait de la restauration, de la pâtisserie industrielle, ils ont fait du BTP, ils ont fait de l'encadrement. Enfin, ils ont fait plein de métiers totalement différents en fonction des envies, des rencontres, voilà. Et donc, il y a la fierté que je retiens de... Qu'est-ce qui te rendait fière quand tu étais petite? C'était quoi En fait, ils étaient indépendants, ils étaient libres. Okay. Comment ça se manifestait, la liberté Alors, positif et négatif. La liberté, c'est-à-dire être son propre patron, faire ses choix, prendre ses propres risques, avoir confiance en soi. Oui. L'inconvénient, ils n'ont pas investi dans l'immobilier, parce qu'on est libre, on est locataire. Okay. Tu vois, du jour au lendemain, on peut partir à l'autre bout du monde. Il y avait ce côté-là, tu vois. Et on n'a pas d'attache, quoi. On peut. Ouais, il y a pas d'attache. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, tu vois, ils sont pas propriétaires et ils ont une petite retraite. Et du coup, c'est vachement plus compliqué aujourd'hui. Mais c'était super. Et ils ont eu des hauts et des bas et on est passé de très très haut où ils gagnaient beaucoup d'argent. Ils dépensaient beaucoup parce qu'ils profitaient de la vie. Ils ont vraiment profité de la vie. Et ça, je me suis toujours dit dans la vie, kiffe ta vie, quoi. Ça aussi, ils m'ont appris ça, tu vois. Et en fait, ce qui était extraordinaire, c'est que ce sont des éternels optimistes. Okay. Voilà, c'est la troisième chose. C'est des éternels optimistes, c'est-à-dire que quoi qu'il, on va s'en sortir. Quoi qu'il arrive, on va y arriver en fait. Et on va rebondir. Et justement, donc ça c'était la fierté. Il y a eu des très hauts, il y a aussi eu des très bas. Oui. Et comment tu l'as vécu toi, de passer d'un enfant qui a tout et comme tu dis, avec un train de vie qui allait avec, à une chute certaine. Là où toi tu le subissais, là où eux peut-être c'était leur choix et leur risque. Et toi en tant qu'enfant, c'était quoi? Comment tu vivais ces moments-là? Alors là, Karine nous met 4 boules de vulnérabilité. Non, le down est compliqué parce que effectivement, quand t'es enfant, tu as du mal à comprendre que tu passes d'un univers où t'es dans une école privée, t'as des gens à la maison qui s'occupent de tout, t'as de belles maisons, voilà, à on va aller vivre en province pour éviter d'aller vivre dans une tour. J'ai rien contre les tours, mais oui, voilà, et on compte tout et on peut pas prendre quand on est enfant, je sais pas, une marque de gâteau parce que c'est trop cher. Et là, tu te dis, mais on est sur la nourriture, quoi. Enfin, on n'est pas sur maintenant il faut le premier prix des pâtes, quoi, tu vois. Et là, quand t'es enfant, tu te prends une claque, quoi. Tu te dis, mais ça, je veux jamais le vivre, en fait. Et je crois que c'est un peu ça qui m'a emmené sur le contre-pied du je suis devenue bancaire aujourd'hui, tu vois. Et en même temps, j'ai très envie tu vois, c'est fou parce que il y a cette ambiguïté entre j'ai très envie d'aller dans l'entrepreneuriat. Parce et quelque part, tu l'es déjà, en fait, oui, par l'entrepreneuriat. Mais... Exactement. Et c'est là où je m'éclate. Ouais. C'est-à-dire que, mais après, tu te dis, mais bon, je pourrais gagner beaucoup plus. Donc, c'est là où la frustration existe. Et en même temps, j'ai eu la chance de partir de rien avec Hello Bank Pro et de construire ça avec mes collègues et voilà, et c'est extraordinaire. Et sur l'équipe, juste une chose que je vais ajouter, on est une petite équipe et on travaille avec plein de gens en transverse, mais sur l'équipe, la core team, il y a que des gars au côté marketing et à l'IT, il y a des nanas. Et donc c'est marrant parce que le jour je me suis dit mais c'est marrant parce que c'est complètement inversé, mais ça s'est fait naturellement, c'est pas du tout il y a pas eu de choix et je trouve que tu vois la parité est essentielle. J'adore aider les femmes parce que je trouve que c'est injuste qu'on gagne moins, c'est injuste que elles aient pas confiance, c'est injuste que voilà, tout ça pour moi c'est de l'injustice. Mais ce que je prône c'est la parité et la mixité. Parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va y arriver. Voilà.
Pour en revenir à tes parents, quel rapport ça a forgé de ton côté à l'entrepreneuriat justement? Tu disais que toi tu t'étais plus construit en opposition, plus en sécurité, mais quand même en voulant aider les entrepreneurs. Oui. Est-ce que tu penses que c'est un lien? Est-ce que tu avais conscientisé ce lien? En fait, pas du tout. Le truc qui est complètement dingue, c'est que quand on en a parlé, c'est là où je me suis dit, mais ouais. Et c'est comme ça où tu te dis, mais en fait, on apprend tous les jours de soi. Et la vie est merveilleuse comme ça parce que non mais bienvenue sur le divan des personnes où on fait les analyses. En fait, tout n'est que de ton père et de ta mère. Voilà, tout c'est tes parents. Voilà. Tout. Donc non, j'avais pas fait cette analyse là. Tu vois, j'ai pas. Mais ouais, je pense que le contre-pied vient de là aussi et en même temps ils m'ont donné la force, se dire que tout est possible. Parfois, tu vois, dans les grosses structures, on dit ah bah non, c'est pas. Mais si, c'est possible. Et donc j'y vais avec beaucoup d'énergie. Et cette énergie, oui, j'ai envie de la mettre au service des clients, voilà, et de l'équipe. C'est peut-être pour ça aussi que tu les comprends aussi bien. Tu vois, on parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat et je te disais, waouh, Karine, j'ai l'impression que tu lis dans ma tête. C'est parce que en réalité, je pense que tu l'as vécu chez toi et que ça te donne aussi une capacité de comprendre ton client, puisque là c'est le cas, c'est ce que tu fais en fait, en comprenant aussi bien les entrepreneurs. Finalement, c'est tes clients finaux chez Hello Bank Pro, et en comprenant aussi bien leurs problématiques, leurs besoins de changer toutes les 3 ans. Et quelque part, et c'est quelque chose que je dis souvent à mes clientes, c'est plus tu vas comprendre ton client et plus tu vas être capable de créer un produit qui sera en adéquation avec ce qu'il fait. Tu vois, donc au travers de ce que tu fais, tu as créé aussi un service. T'as créé un produit au service, en connaissant parfaitement ce que j'appelle ton persona, qui sont finalement les entrepreneurs et quelque part ta mission. Enfin, moi, je trouve que quand tu me l'as expliqué, ça m'a sauté aux yeux, quoi. C'est comment en fait créer de la sécurité pour les personnes qui entreprennent et que, comme tu me disais, ce soit pas. Enfin, tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué et tu m'as dit mais moi je veux que les entrepreneurs ils soient pas à la fin avec leur retraite et une petite retraite là où ils ont consacré toute leur vie à vouloir essayer de créer des grandes choses, même s'ils ont profité. Tes parents disaient ouais mais moi je pense qu'on peut faire les deux. Et je trouve que en tout cas c'était une belle mission, donc voilà, c'était important pour moi d'aborder ce sujet-là. Je vois que tu as mis des boules de généralité, je vais faire pareil et du coup je vais en profiter pour livrer un peu ma vie d'enfant d'entrepreneur. J'ai vu ma mère déposer le bilan 3 fois. Quand j'étais petite, j'ai vu des équipes dans le salon pleurer parce que en fait il y a la liquidation judiciaire, etc. Et la team, bon, c'était une PME, hein, mais j'ai vu à la fois l'insécurité que ça m'avait créé parce que moi j'ai grandi seule avec ma mère et voir une mère qui dit en fait elle a plus de boîte et là c'est ta boîte quand même qui est censée la rémunérer, ça m'a créé une insécurité mais énorme. Et à la fois, je pense que comme toi, ça a créé aussi une richesse de se dire oui, en fait, elle s'est cassée la gueule 3 fois, mais elle s'est relevée 4. Et voilà, là elle est là, elle fait son truc, elle a changé plein de fois de business model. Et quelque part, je pense que c'est une force, mais la vulnérabilité, je trouve que c'est aussi la question que moi je me pose en tout cas et que je livre ici, c'est de me dire comment je fais en sorte que mon fils se sentent en sécurité. Et tu vois, sur la notion de sécurité et qu'on aborde ici, on a fait la confiance en soi, la sécurité, se sentir soi-même en sécurité et faire sentir sa famille en sécurité. Moi, c'est en tout cas ce que j'essaie de faire. Et pareil que toi, ma mère elle a pas non plus investi, pas d'IMO, rien du tout. Donc en fait, je suis repartie de zéro, quoi. Vraiment. Mais t'investis dans l'IMO. Mais maintenant, voilà. Et donc maintenant, voilà, c'est à ça que je voulais en venir. C'est exactement ça. Et on en parlait en off tout à l'heure. C'est que là, mon premier réflexe, dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, c'était de me dire, OK, je vais mettre ça dans un appart et je vais le filer à Léon pour plus tard. Et je trouve que, en tout cas, moi, ça a changé ma dynamique et un peu comme toi, je me suis retrouvée dans ton histoire, c'est de se dire comment je peux ne pas répéter l'histoire et tout ce qui va avec d'un environnement entrepreneurial qui, quand bien même soit toute la glorification qu'on va en faire de c'est génial, tu changes le monde, c'est super, t'es libre, etc. Vient aussi avec un lot de montagnes russes, que ce soit pour soi, que ce soit pour sa famille, qui est hyper fort et avec lequel on doit dealer et qu'il faut pas ignorer en fait. Et j'aime beaucoup qu'on ait cette conversation. Donc c'était mes 4 boules de vulnérabilité sur comment aujourd'hui j'essaie de créer cet espace safe aussi pour ma famille. On arrive à la dernière question, Karine, et qui est un peu plus personnelle.
encore plus, je dirais. Lorsque tu as des moments difficiles, comment est-ce que tu as réussi à toi-même utiliser ces épreuves pour te renforcer? Donc là, on a parlé d'argent, mais de manière générale, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Comment est-ce que toi, tu as vécu des moments ou des moments difficiles dans ta vie et comment tu t'es mobilisé pour les traverser? Alors, l'idée, c'est d'être entouré. Pour moi, hein. Après, c'est vraiment très personnel, hein, mais l'idée, c'est d'être entouré. J'ai été entourée par un coach, voilà. Ok. Tu t'es fait coacher? Oui. Ok, trop marrant. Ouais. Bah oui, il y a des moments où en vie perso, donc coaching vie perso. Ok. Ouais, coaching vie perso. Et ça m'a beaucoup appris. J'ai lu plein de livres de développement personnel, voilà. Donc c'était vraiment intéressant. Et je me recharge aussi avec les autres. Okay. C'est-à-dire, je suis entourée de beaucoup d'amis, et c'est vrai que ça me recharge beaucoup aussi. Et tu vois, quand on parlait de confiance, c'est vrai que le fait tu vois, je déménage bientôt, t'as des collègues que je connais pas ou peu, enfin, juste des collègues, pas des amis, tu vois, on n'est pas devenus amis. Ah, mais si t'as besoin, je viens. Et là, tu te dis, attends, j'ai pas osé demander à mes amis parce que je vais pas les emmerder. Ouais, pour déplacer des cartons. Voilà. Et là, t'as des gens que tu connais à peine qui viennent te tendre la main. Et en fait, il y a un truc intéressant, c'est d'écrire aussi. Ok. Les 3 kiffs par jour. Ouais. Tu vois. Et ça, ouais, c'est aussi quelque chose d'important, de prendre le temps de réfléchir à soi, à où on veut aller, à comment on veut faire. Et sur le comment on veut faire, c'est t'as quelque chose qui te stresse, que ce soit pro ou perso, c'est quels sont les faits, qu'est-ce que je peux y faire et quel plan d'action je mets en place. Attends, il faut que tu nous redises ça plus doucement. Quels sont les faits? Donc, est-ce que tu as un exemple à nous donner, par exemple? Les faits... J'ai perdu un client. T'as perdu un client. Par exemple. Bon. J'ai perdu mon plus gros client. T'as perdu ton plus gros client. Donc, les faits, effectivement, ton chiffre d'affaires, il va baisser de X%. Ok. Donc, ça, c'est le fait. Qu'est-ce que je peux y faire? Donc, il faut que je retrouve un ou plusieurs clients. Il faut que je retrouve 10 000 euros. Il faut que tu retrouves 10 000 euros. Mais après, ça dépend de ton business model, mais c'est un ou plusieurs clients, enfin voilà. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce que je vais mettre en place pour aller chercher ces clients-là? Est-ce que je fais du parrainage? Est-ce que je fais de la prospection? Si c'est de la prospection, de quelle manière je vais faire ma prospection? Et donc, en fait, c'est toujours se mettre en action et c'est toujours agir. Mais en fait, le fait de se poser avec une feuille, un stylo, c'est quoi les faits? C'est quoi mon plan d'action? Qu'est-ce que je mets en place et quand? Et avec l'aide de qui? Je sais pas, potentiellement. Ça t'aide à poser la problématique. À rationaliser. Et en fait, le fait de rationaliser, même si tu as plein de charges mentales, enfin cet exercice d'écriture est hyper riche parce que ça te décharge complètement. Tu rigoles. Vas-y, vulnérabilité. Non. Non, je rigole parce que ça me fait une excellente transition. Karine, pour celles qui ne nous voient pas, je prends sur la table 2 objets qui ressemblent à des livres. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que l'écriture a une place particulière dans ma vie. Déjà parce que c'est mon médium principal, mais aussi parce que j'écris tous les jours sur un carnet. Donc j'écris tous les matins. Je fais 3 pages manuscrites et j'ai commencé à cette pratique pour un peu vider mon cerveau. Et comme tu dis, j'ai l'impression de ranger ma chambre le matin. C'est-à-dire que je peux avoir tout ce qui s'est passé la veille, peu importe, le matin. En fait, je vais décharger. Et le fait de décharger, c'est comme si tu faisais de la place à ton cerveau pour le reste de la journée. Ça, c'est la première de mes actions. Et la dernière de mes actions, c'est de reprendre mon carnet et de noter les 3 choses que j'ai appréciées dans ma journée et qu'est-ce qui m'enthousiasme pour demain. Donc, exemple, hier, je dis, ça m'enthousiasme de passer un bon moment avec Karine, de lui montrer le setup, voilà, de voir l'équipe, etc. Et c'est la dernière chose que je fais. Et l'objet que j'adore, et je pourrais le faire sur un téléphone, je pourrais le faire sur un iPad, je pourrais le faire sur un ordinateur, mais j'adore le faire sur un papier avec du crayon et d'être très déconnecté parce que je trouve que c'est un moment où aussi on n'est pas full dopamine avec les réseaux sociaux à côté. Et donc, je le fais systématiquement sur des carnets. Et donc, ma vie, c'est des carnets. Et à toutes les personnes que je reçois sur ce divan, je leur offre cet objet qui m'est si cher, qui est un carnet.
et parce que je trouve que c'est un endroit de rêve aussi, sur lequel on peut mettre des objectifs, on peut aussi raconter une histoire, inventer une histoire. J'ai une copine qui écrit un roman fantastique sur un carnet. Voilà, je trouve que c'est un objet où on peut à la fois s'organiser, à la fois vider sa charge mentale et à la fois rêver. Et donc j'aime beaucoup offrir cet objet-là. Et donc ça me fait une parfaite transition sur le cadeau que j'aimerais te faire. Tu as devant toi 2 livres que je t'invite à choisir, soit l'Odyssée, soit les 1000 et nuits. Tu choisis celui qui te fait le plus plaisir. L'aventure. L'aventure. L'Odyssée. Allez, l'aventure. Allez. L'Odyssée. Ah ouais. J'y vais. Super. Super. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. C'était super moment. Bah, merci à toi, Karine. Encore une fois, je suis très heureuse de t'avoir reçue ici. Je suis encore plus heureuse que on ait pu apprendre à te connaître toi, et je pense que cet épisode il est tellement représentatif de pourquoi je suis trop heureuse qu'on travaille ensemble, parce que à quel point en fait le niveau de connaissance, le degré de technicité que tu as dans ta connaissance des entrepreneurs, maintenant on comprend mieux pourquoi. Je trouve qu'elle est exceptionnelle. Encore une fois, avoir une femme qui représente le milieu bancaire, qui comprenne ce qu'on dit, et avec qui on peut avoir ce genre de conversation, bah je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que j'étais très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Merci pour ce que tu as livré, merci pour ta vulnérabilité. On a des pots qui ont le même nombre de boules, donc c'est bon, j'ai plus de devoirs à faire sur livrer ma vulnérabilité. Est-ce que tu veux me dire peut-être en un point ou 2 points ce que tu retiens de cet échange? C'était très agréable de montrer un peu les coulisses et l'envers du décor sur ce qui est la banque, un banquier, qu'on est partenaire, qu'on travaille ensemble, et qu'en fait les questions, il faut se les poser ensemble, et les risques, on les prend ensemble, et c'est une vraie odyssée, une vraie aventure que l'on va faire ensemble, et ça c'est un point que je trouve important, et effectivement oser pour renforcer sa confiance à chaque fois. Ça c'est extraordinaire. Tu sais, les prises de parole, ça fait 2 ans, parce que c'était à la naissance de mon fils la première. Donc tu vois, ça fait pas si longtemps. Et, que toi-même t'oses prendre la parole. Ouais, c'est ça. Et donc voilà. Donc bravo. On peut te retrouver sur LinkedIn, Karine Cheta, CHE2TAH. Et de mon côté, encore merci Karine pour ce moment. De mon côté, on se retrouve pour le prochain épisode du Divan des Patronnes. Et d'ici là, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur laquelle je partage des tips, et notamment le montage que j'ai fait financier pour l'emprunt bancaire que j'ai fait. Donc voilà, je livre toutes les coulisses dont je parle dans les épisodes. Vous trouverez le lien en description, et également le lien Hello Bank Pro si vous souhaitez rejoindre cette aventure avec Karine. Vous aurez directement le lien en description qui pourra vous accompagner dès le début de l'ouverture de votre compte jusqu'à la fin de votre aventure de l'entrepreneuse, en tout cas tout du long. Je vous dis à très vite sur le Divan des Patronnes. Si tu as aimé cet épisode du Divan des Patronnes, il y a 2 choses très importantes que tu peux faire. Abonne-toi à la newsletter pour avoir les bonus de chaque épisode, accéder à la communauté du Divan des Patronnes et être informé des prochaines sorties. Le lien est en description. La deuxième chose que tu peux faire si tu veux vraiment m'aider dans le lancement de ce projet, c'est de laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, et surtout de me dire ce que tu as aimé dans l'épisode. C'est ce qui me permet de te proposer le meilleur contenu à chaque fois. Et quand j'ai un petit coup de mou, je relis ces commentaires pour me donner de la force. Alors, merci pour ton écoute et à très vite.